Ah, donc voilà, et ben bonjour, enfin rebonjour Bernard. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation sur un thème qui ressort souvent en tout cas, enfin qui est souvent, j'ai envie de dire, d'actualité dans le monde de l'hypnose. Alors je sais que tu as 30 ans, peut-être même plus d'expérience, je crois, dans l'hypnose. Euh, euh, ouais, enfin 92, 93, voilà. Enfin, disons, ouais, il y a 30 ans, voilà, 30 ans bien tassés, quoi. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors, ben, pour me présenter, donc, dans 2 jours, c'est mon anniversaire, je vais avoir 68 ans, tu vois, donc ça fait quand même un certain nombre d'années. Moi, j'ai commencé dans le développement personnel, en fait. Je dis développement personnel, puisque au début, c'était ça, dans les années 80, au début des années 80, en fait. Et j'ai fait de la gestalt thérapie, et tout de suite, j'ai voulu faire une formation en gestalt. Et, euh, et cette formation en gestalt, bon, d'abord, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté, beaucoup appris. Et quand c'est venu le moment de devenir thérapeute, quelque part, gestalt thérapeute, ben, là, j'ai eu un espèce de flottement, de vertige, dans la mesure où je me suis trouvé beaucoup trop jeune. Je devais avoir 25, 26 ans à ce moment-là, hein. Non, 26, ouais, 26, par là, 26. Et je me suis trouvé trop jeune pour exercer, quoi. Tu vois, j'étais avec des gens, j'étais en formation avec des gens qui avaient 20 ans de plus que moi en moyenne. Et je me trouvais vraiment un peu bébé, quoi, face à eux, etc. Et je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas pouvoir être thérapeute. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai repris des études d'informatique, hein. Ouais, j'avais un peu un, un, comment dire, une espèce de crush pour l'informatique, hein. J'avais une espèce de don aussi, hein. J'ai très vite appris. Et après, grosso modo, dans les 8-10 années qui ont suivi, enfin même plus, puisque j'ai continué à faire de l'informatique encore jusqu'à il y a une dizaine d'années, j'ai été dans plusieurs postes, dont un qui m'a beaucoup servi pour la suite, qui est un poste qui n'existe plus, une fiche de poste qui n'existe plus, qui s'appelle analyste. Et analyste, ça voulait dire, en fait, aller dans une entreprise et interviewer les gens pour savoir comment ils bossent, quels sont les flux d'informations au sein de l'entreprise, poser tout un tas de questions, faire des recoupements, parce que les gens ils disent jamais la vérité la première fois qu'on les interroge. Il faut au moins repasser 3 fois. À la troisième fois, on commence à avoir quelque chose qui correspond à la vérité. Et donc ça m'a beaucoup servi parce que ça a développé mon sens du questionnement, qui avait déjà été bien travaillé en gestalt thérapie, mais ça a énormément développé ce sens du questionnement et de savoir prendre les gens je dirais, dans le sens du poil pour leur poser tout un tas de questions. Et puis, la société qui m'employait a eu des difficultés suite à la guerre du Golfe numéro 1 en 91, ou en 90, plutôt même 90-91, et fin 91, moi j'ai été licencié. Donc j'ai été licencié. J'avais une clause de non-concurrence qui faisait que mon avocat m'a dit à l'époque, surtout, ne travaillez pas, parce que avec la clause de non-concurrence que vous avez, si vous retravaillez dans la même branche, il a dit, vous allez avoir un procès et puis ça va être douloureux, quoi. Et donc je sais plus si c'est 12 ou 24 mois de clause de non-concurrence, enfin un truc comme ça. Et donc, ce qui fait que je me suis retrouvé à pas savoir quoi faire. Et à l'époque, mon épouse d'alors, qui était aussi gestalt thérapeute, qui elle exerçait par contre depuis à peu près 5-6 ans, euh, avait un père alcoolique et son père était décédé. Et après le décès de son père, elle a décidé d'écrire un livre sur l'alcool. Ça s'appelait L'alcool, toi, moi et les autres. Et c'était un livre qui faisait une espèce de répertoire de toutes les méthodes possibles et imaginables pour arrêter de boire. Et donc, tout a commencé à partir de ça, parce que son livre a eu quand même un certain succès, hein, je veux dire, pour un livre auto-édité. C'est moi qui l'avais aidé à éditer le bouquin. Et pour un livre auto-édité, il a eu du succès. Et à cette occasion-là, on a rencontré pas mal de gens, et notamment un monsieur qui s'appelait Michel Facon, qui est décédé maintenant, et qui a été un des premiers expérimentateurs
de PNL et d'hypnose avec l'alcool en France, c'est-à-dire qu'il travaille dans un centre de cure, et dans ce centre de cure, il a commencé à faire des expérimentations. Et on est devenus amis, et pendant, je ne sais plus combien d'années, mais enfin 4-5 ans en tout cas, on a travaillé ensemble, on a créé la Tempérance ensemble, et on a très vite, à partir de 93, on s'est mis à faire des séminaires qu'on appelait « En finir avec l'alcool ». Et on rassemblait les gens en 5 jours intensifs. On travaillait avec les gens et on faisait tout ce qu'on pouvait pour les amener je dirais, à cesser leur consommation. Et en fait, ça a assez vite, assez bien marché. Et on a eu des résultats tout de suite et les gens ont accroché. Et on a fait ça après pendant les 25 années qui ont suivi, on a fait ça, quoi. Enfin, je veux dire, on a quasiment jamais arrêté. Et alors, évidemment, on a commencé avec des trucs qui étaient dérivés de la PNL, parce qu'effectivement, le seul qui avait écrit des choses là-dessus dans des thérapies de type PNL, hypnose ou thérapie brève, c'était Bandler. Et il n'avait pas écrit grand-chose, mais en tout cas, on s'est inspiré de ce qu'il avait écrit. Et à partir de là, on a testé ces trucs, c'était un peu sauvage, mais on a réussi à développer, je dirais, une méthode qui fonctionnait et qu'on a employée pendant ces 25 années. Alors évidemment, elle a évolué. Aujourd'hui, on doit être à la quatrième itération, hein, si je puis dire. C'est assez différent de ce qu'on faisait au début. Mais c'est une méthode. Et dedans, on peut utiliser tout un tas de choses. On peut utiliser de l'hypnose, on peut utiliser de la PNL, on peut utiliser de la gestalt thérapie, on peut utiliser de la sophro, on peut utiliser tout ce qu'on veut. Mais on a une espèce de schéma de base. Je dirais, ce qui me vient, c'est le mot anglais, hein, c'est un framework, quoi, c'est-à-dire un schéma de travail, on va dire ça comme ça, qui fait qu'on a tout un tas d'étapes qui sont balisées. Et si on passe à travers toutes ces étapes avec succès, je veux dire, le problème est réglé. Alors après, il faut y passer avec succès, et ça va dépendre de tout un tas de paramètres, mais ça, on va avoir l'occasion d'en parler, quoi, si on veut. Voilà, grosso modo, l'idée. Alors après, moi, ce qui me concerne, c'est que je me suis rendu compte que ça valait le coup quand même d'aller aux États-Unis, voir ce que faisait... j'ai été faire une formation avec Bandler aux États-Unis. D'accord. Et alors là, ça a été terrible, parce que le premier jour, je suis rentré dans ma chambre d'hôtel, j'étais couché sur le lit quasiment en position fétale en disant « Je veux rentrer à la maison ». Parce qu'en une journée, il a réussi à pas autodétruire, mais déconstruire tout ce que je croyais savoir sur l'hypnose, la PNL, etc. Mais vraiment, je me suis retrouvé le soir, mais comme un gamin qui arrivait je sais pas quoi, en cours préparatoire et qui n'avait pas été à la maternelle, qui savait rien. Enfin, je veux dire, j'étais complètement à l'ouest, quoi. Hein. Que tu avais déjà quelques années d'expérience quand tu l'as rencontré. Oui, c'était tout à fait autre chose, quoi. Ça n'avait rien à voir. Ça avait strictement rien à voir. C'était waouh, quoi. C'était un autre niveau, quoi. Enfin, je veux dire. Bon, c'était en 96, donc c'était à une époque où Bandler était mince, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et qui n'a pas été souvent le cas dans sa vie. Et où il avait une énergie colossale. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, quand je suis revenu en France, j'ai dit, je vais faire des formations. Je me suis mis à faire des formations à la Bandler, quoi. C'est-à-dire, l'intitulé, c'était formation PNL, mais il y avait 50% d'hypnose à l'intérieur. Mais alors, ça collait pas du tout. Hein. Les gens piquaient des crises de larmes, quoi. Hein. C'était terrible, quoi. Ils étaient paralysés complètement. Alors bon, j'ai mis de l'eau dans mon vin. J'ai fait un truc plus à la française. Et puis voilà. Hein. Donc, on a travaillé comme ça. On a fait des formations comme ça. Et puis, mais dans mes formations, il y a toujours de la PNL et de l'hypnose, quoi. Pour moi, la PNL, c'est vraiment une pédagogie vachement qui permet vraiment de gagner du temps par rapport à certaines formations en hypnose, parce que je veux dire, il y a beaucoup de formations en hypnose qui utilisent la PNL, mais par rapport à certaines formations en hypnose où il n'y a pas de structure d'enseignement vraiment, quoi. Donc ça, je trouve que
ça ralentit la progression des gens. Alors, pour des gens qui ont envie d'expérimenter vraiment l'hypnose, de faire de l'hypnose en profondeur, de l'hypnose classique, voilà, c'est sûr que la PNL n'est pas utile. Mais pour des gens qui veulent être assez vite opérationnels sur un cabinet d'hypnothérapie ou de thérapie ou de ce qu'on voudra, ou de coaching, la PNL apporte quand même une structure qui permet d'avancer vite, quoi. Tu trouves Voilà. qu'elle a été dénaturée, la PNL, par rapport à ce que tu en as appris justement avec Bandler, dénaturée par rapport à la France? Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Honnêtement, ça n'a strictement rien à voir. Mais rien, hein, c'est-à-dire, en France, tel que c'est enseigné en général, hein, parce que tout le monde l'enseigne quand même pas pareil. Hein, mais bon, les enseignements classiques de PNL en France sont vraiment. Il y a des fois, on se demande, on se demande si ça marche, quoi, vraiment, si ça peut marcher, quoi, parce qu'il manque quand même pas mal de choses. Et qu'est-ce qui fait pour toi, enfin, je te coupe, hein, qu'est-ce qui fait pour toi justement que ça a été dénaturé comme ça par rapport à l'enseignement initial? Alors, d'abord parce que Bandler, le Bandler de 1982 et le Bandler de 1996, c'est pas le même, quoi. Tu vois, la PNL est arrivée en France, je crois, dans les années 80-82. Moi, j'en ai entendu parler en Gestalt thérapie. Ça ne m'avait pas impressionné, hein, ce qu'on m'avait raconté sur la PNL à l'époque. Et c'est arrivé par le canal des gens qui font de la formation en entreprise, et en particulier dans les... je sais qu'il y a beaucoup, les entreprises pharmaceutiques ont utilisé très tôt la PNL pour former leurs visiteurs médicaux, etc. Et je pense que ils ont... D'abord, la PNL de 82, c'était quand même encore un peu balbutiant. Et les gens qui ont démarré ça dans ces années-là, eh ben, ils ont voulu structurer. Ils ont voulu faire quelque chose qui passait dans le cadre corporate, quoi, hein, dans les grandes entreprises, où ça allait pas, si on se mettait à leur dire il faut hypnotiser tout le monde et puis faire des enseignements sous hypnose ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, ils auraient pété des boulons. Donc, ils ont fait des trucs très, très, très structurés. Et comme la France, c'est quand même, à l'échelle des États-Unis, c'est un petit pays. Donc, au départ, ça a commencé comme ça. Et puis, tous ceux qui se sont formés, ils ont continué à faire ça. Et tous ceux qui ont continué à se former, de ceux qui s'étaient formés, etc., ils ont perpétué le système. Et il n'y a que les gens qui sont allés voir ailleurs, aux USA ou ailleurs, qui ont fait les choses différemment. Parce qu'autrement, voilà, ça a strictement rien à voir. J'ai fait un jour une intervention sur un groupe que tu connais sûrement, qui s'appelle PNListe, hein, et qui est un groupe de PNL, qui est fait par un ami, quelqu'un que je connais depuis 30 ans peut-être. Et il m'a demandé de faire un truc. Il me dit, on comprend pas bien l'histoire des sous-modalités en PNL. Enfin, c'est mal compris par les gens. Est-ce que tu peux nous faire un truc? Et je leur ai fait un truc, quoi. Mais le truc tel que moi je l'ai compris chez Bandler, quoi. Et ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils imaginaient, quoi. Ils étaient complètement stupéfaits. Et voilà, donc il y a des éléments comme ça. Et puis il y a tout un tas de trucs que Bandler n'utilise plus du tout en PNL. Puis de toute façon, Bandler, si on dit PNL, c'est un terme, quoi. C'est juste un mot, une étiquette, parce qu'il fait ce qu'il veut et ce qu'il veut. Si on va là-bas avec un bouquin de PNL classique et on essaye de suivre ce qu'il fait, on est mal barré, quoi. Hein, je veux dire, c'est un personnage à lui tout seul. Déjà, oui, c'est ça. Ce qu'il incarne déjà lui, son charisme. Ouais. Oui, c'est ça. Il incarne. Et en même temps, c'est le co-créateur. Hein, donc, parce que des gens, ils disent. Il y a des gens, j'ai entendu des gens dire, mais Bandler, il fait plus de la PNL. Mais je dis. C'est quand même lui qui a créé le truc. Donc, part. Et oui, la PNL et l'hypnose n'est jamais bien loin. Elle est toujours
dedans, Oui, finalement. elle est dedans, complètement, hein, mais complètement. Il y a pas, tu peux pas, dans une formation de Bandler, tu ne peux pas dissocier les deux, quoi. C'est pas possible, hein, c'est collé l'un à l'autre. Et tu sais jamais si tu es en train. Tu sais, il y a des gens qui vont argumenter en disant mais ça c'est de l'hypnose, ça c'est de la PNL, ça c'est pas de l'hypnose, ah mais ça c'est pas de la PNL, etc. Bah là, chez Bandler, pour arriver à séparer les deux, c'est impossible. Hein. C'est impossible. C'est comme ça. Et donc, si on reprend, donc tu reviens en France avec ce que tu as pu prendre, enfin, acquérir aux États-Unis. Si on revient sur le thème de l'alcool, de ton groupe, qu'est-ce que ça va changer concrètement? L'approche du protocole, finalement, que vous êtes en train de mettre en place? Alors, bizarrement, ça ne change pas trop dans le protocole, quoi. Hein, la structure qu'on a découverte, elle ne va pas changer. Mais ce qui va changer, ça va être la manière de faire, quoi. C'est-à-dire qu'on va se simplifier la vie énormément. Hein, c'est-à-dire qu'on va... Bon, d'abord, au départ, on faisait des choses assez sauvages. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. Moi, j'ai eu des gens qui partaient, si tu veux, dans les séminaires, ils faisaient une espèce de somnambulique grave, et ils partent. Moi, j'en ai eu des gens qui sont partis le matin à 9h, qui ont quitté la salle en disant il faut que j'aille faire un tour dehors, hein, j'ai besoin de m'aérer, qui sont rentrés le soir à 19h, on ne savait plus où ils étaient. Et puis, un gars qui est revenu, on s'est dit, waouh, il fait une espèce de fugue somnambulique ou je sais pas quoi, tu vois. Et le mec, il est revenu 10 heures après, quoi, en disant, waouh, ça va mieux. Hein. Il dit, parce que là, j'étais ailleurs. Pendant 10 heures, j'étais ailleurs. J'avais des images qui passaient, comme ça, comme si dans mon cerveau, il y avait tout qui se réorganisait, etc. Et voilà, et ben maintenant je suis là. Bon, et donc c'était quand même des états dans lesquels on peut difficilement aujourd'hui. Bon, nous on faisait ça dans une auberge de campagne, il y avait la campagne autour, donc il n'y avait pas de risque vraiment. Mais on peut pas s'amuser à faire ça en cabinet, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Tu peux pas mettre les gens dans des états comme ça, je veux dire, et les laisser partir chez eux, quoi. Tu vois. Mais ils vous trouvez où justement ces personnes qui Alors le livre de mon épouse a fait beaucoup pour ça, parce que on a été invité partout, hein, à une époque, dans les années, je sais pas, 92, 13, 14, on était invité dans plein d'associations d'anciens buveurs, on a fait des congrès, des trucs comme ça, on a présenté tout ça devant 4000 personnes, quoi, tu vois, avec un plateau télé, etc., enfin un truc de fou. Et donc, ça a démarré comme ça. Et c'est démarré très, très, très vite, en fait. Parce qu'il n'y avait rien, il faut bien reconnaître ce qui était. Michel Facon, qui travaillait en institution, disait, en fait, tout ce qu'on fait avec l'alcool, c'est qu'on est en train d'essayer de convaincre les gens d'arrêter de boire, quoi. Donc, je veux dire, on peut toujours les convaincre d'arrêter de boire. Ça ne sert à rien. Hein. Est-ce que pour toi, c'est une addiction ou une mauvaise habitude, l'alcool? Alors, c'est les deux. Ça commence par une mauvaise habitude qui devient une addiction. Et donc, justement, je voudrais dire un mot sur l'alcool, parce que les gens disent, bon, tout le monde sait ce que c'est, mais je vais vous dire comment moi je considère l'alcool quand j'ai affaire à des gens qui consomment. L'alcool, c'est un formidable médicament. Il y a très peu de substances dans le monde qui ont autant d'effets que ça. Pourquoi? Parce que l'alcool, c'est un antidépresseur, c'est un anxiolytique, c'est un anesthésique, c'est un myorelaxant. Myorelaxant, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire détente musculaire. C'est un myorelaxant. Et qu'est-ce que j'ai dit? C'est un somnifère. Donc, c'est un 5 en 1. Donc, vous avez des gens qui rencontrent l'alcool parce qu'ils ont une difficulté dans un de ces domaines-là, etc. Et subitement, ça apporte la solution, quoi. Ça apporte la solution. Alors, ça apporte la solution
Évidemment, ça a des effets secondaires. L'alcool a des effets secondaires à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est pas les mêmes, mais je veux dire, comme ça, dans le contact instantané, c'est un produit fabuleux. Ouais. En plus, il est en vente libre. Donc, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Et donc, c'est ça qu'on a en face. Donc, on a quelque chose qui a une grande valeur pour les gens qui l'utilisent. Est-ce que, au départ, ils vont l'utiliser pour faciliter la communication, pour se détendre, pour mieux dormir, pour je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez, dans tous ces domaines-là, il y a des quantités d'utilisation possibles. Et en plus, il a encore une autre vertu avec laquelle il faut faire très attention, c'est que c'est un potentialiseur d'autres produits. C'est-à-dire que si vous prenez de l'alcool et vous prenez des benzos, par exemple, ça va potentialiser l'effet des benzos. Il y a plein d'autres produits qui sont amplifiés par l'alcool. Donc, quand vous avez un truc comme ça, c'est de la dynamite, quoi. Je veux dire, vous pouvez pas. Et donc, en fait, le thérapeute qui est face à son client, qu'il soit hypnotiseur ou autre, je veux dire, c'est ça qu'il a en face de lui. Un truc aussi fort, aussi puissant que ça. Donc, il n'y a pas de. Vous voyez, pour tous ceux qui attendent un script hypnose-alcool, je veux dire, on va oublier. Hein. Donc, il n'y a pas de. Si vous voulez, c'est dissymétrique, quoi. Et oui, c'est un ensemble. J'aime dire que c'est un mauvais doudou. Et oui. Ouais, ça rentre dans ce Alors, il est vrai qu'un script ou un protocole pour l'alcool, c'est difficile. Il faut prendre la personne là pour le coup, vraiment dans son ensemble. Complètement. Alors, il y a ça aussi, hein, donc il y a cet aspect-là hein, qu'il faut avoir à l'esprit. Pour un thérapeute qui veut travailler dans le domaine, moi je dis, il faut qu'il considère l'alcool comme ça, comme un médicament multifacette et qui résout plein de problèmes. Et donc, ce qui veut dire que si on veut que la personne... Parce que le problème d'arrêter de l'alcool, c'est pas un problème. Hein, je veux dire, tout le monde peut arrêter de l'alcool, même si des grosses consommations... Enfin, une grosse consommation, ça dépend desquelles, mais enfin, disons que ça s'arrête en quelques jours sous contrôle médical, avec un traitement. Je veux dire, en une semaine, on est sevré de l'alcool. Il n'y a pas de problème particulier. Mais le truc, c'est de ne pas recommencer pour la plupart des gens. Et donc... qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne qui a pris l'habitude de solutionner tout un tas de problèmes de la vie quotidienne, des problèmes relationnels, des problèmes de comment dirais-je, de morale, de joie de vivre, etc. avec l'alcool, je veux dire, la vie est triste hein, derrière sans alcool. Donc il faut quelque part faire une sorte de rééducation, on peut le voir comme ça, ou de lui permettre de réaccéder à tout un tas de ressources auxquelles elle n'a pas accès sans alcool et de créer les ponts qui vont permettre d'accéder à ces ressources pour qu'elle puisse répondre à toutes les sollicitations qu'elle va rencontrer dans la vie quotidienne. Alors ça, c'est un des éléments. L'autre élément, en fait, qui est problématique, c'est qu'évidemment, l'addiction crée une dissociation. Donc, elle crée une dissociation, donc on a des personnages dissociés. Alors, pour schématiser, dans le cas de l'alcool, en général, on en trouve deux. Hein, c'est le personnage alcoolique et le personnage sobre. Et en fait, il y a un conflit. Et si la personne vient consulter, c'est qu'il y a conflit. Donc une dualité. Donc, une dualité, voilà. C'est ça. Et il faut résoudre le conflit. C'est impératif de résoudre le conflit intérieur. Voilà. Alors, les gens vont dire c'est la négociation entre les parties, etc. Ouais, mais dans le cas de l'alcool, c'est beaucoup plus que la négociation entre les parties. Ça va plus loin que ça. L'alcool, comme les drogues, c'est qu'il y a le côté aussi sociétal qui rentre en jeu aussi. Voilà. Tout à fait. C'est-à-dire que ça, c'est une grosse découverte qu'on a fait depuis longtemps, mais que moi, ça m'est sauté aux yeux il y a une douzaine d'années. C'est, 10-12 ans, ouais, c'est ça, 2011-2012. Je l'ai vraiment compris et formalisé. C'est-à-dire que l'alcoolisation et toutes les addictions, de toute façon, partagent ça. Toutes les addictions partagent en commun trois grands principes. Le premier, c'est la force et la puissance du contexte. C'est-à-dire que les contextes dans lesquels on vit
sont les déclencheurs de tous les troubles addictifs. C'est-à-dire que les gens, si vous voulez, les contextes d'alcoolisation, quelqu'un qui il n'a pas bu, puis d'un seul coup, tac, il a envie de boire, c'est pas déclenché par une horloge intérieure ou je sais pas quoi, c'est déclenché par des éléments contextuels. Et donc ça, il faut arriver à les comment dire, et à les trouver, hein, parce qu'il va falloir les désactiver ou les transformer. Parce que autrement, la personne va forcément, à un moment ou à un autre, rencontrer un élément de contexte qui va lui redéclencher l'addiction. Donc, et ça, c'est vrai pour toutes les addictions, hein, que ça soit les jeux vidéo, que ça soit le cannabis, que ça soit n'importe quoi. Ça, je ne sais pas si toi, moi, quand je les accompagne, que ce soit pour les addictions multiples, les drogues ou l'alcool, je leur dis toujours, avant même l'hypnose, que leur vie va changer, mais sur des choses, peut-être qu'ils vont déménager, changer de travail pour ceux qui en ont, ou se mettre au travail, faire des autres activités, peut-être changer aussi, ça j'insiste toujours, le cercle des amis, amical, familial, etc. Et il y a des personnes qui m'ont déjà dit je ne suis pas prêt. Moi je leur dis je ne peux pas vous accompagner. En tout cas, moi je ne suis pas la bonne personne pour vous accompagner. Tout en conseillant quelqu'un d'autre, mais en disant que moi, mon approche n'allait pas dans ce sens parce que ça bouscule un changement. Il y a le côté physiologique, mais il y a le côté aussi psychologique qui rentre en jeu et qui va changer le quotidien finalement d'arrêter ce contexte. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je commence par ça, c'est-à-dire je commence par la fin. C'est-à-dire, je leur dis, qui vous voulez devenir? Voilà, c'est la première question que je leur pose. C'est-à-dire, vous voulez devenir qui? Parce que, je dis, le travail qu'on va faire, ça va être une telle transformation qu'il vaut mieux savoir à l'avance qui vous voulez devenir, de façon à vous diriger, à veiller à ce que vous soyez dirigé dans la bonne direction, que vous vous dirigiez dans la bonne direction. Et donc, je dis, on va examiner tous les domaines de votre existence, hein, le travail, l'amour, l'argent, la santé, la spiritualité, les loisirs, les relations, le cadre de vie, etc. On va tout examiner. Et on va dire, dans tout ça, vous voulez devenir qui? Et comment vous voulez incarner tous ces domaines de l'existence? Et alors évidemment, il me regarde des fois avec des yeux comme ça en disant ouïe aïe aïe, mais je dis on va commencer. Je vous soumets déjà cet aspect-là, et je vous demande de vous interroger et d'y penser quoi, et de réfléchir à ça, de manière à les je dirais, à les propulser vers le futur, c'est-à-dire de les orienter, non pas qu'ils quittent un peu le domaine du quotidien et du passé, de tout ce qu'ils ont vécu, etc., des traumas, des machins, etc., pour leur dire quel est le style de vie que vous voulez vivre dans le futur, une fois que vous aurez arrêté la surconsommation d'alcool. Et donc ça, pour moi, c'est mon fil rouge pendant toute la thérapie, parce que si tu veux, c'est aussi un garde-fou au niveau éthique. Ça évite de partir dans tous les sens, quoi. Et d'avoir une direction, ça permet d'avoir une direction précise et d'aller dans cette direction et parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de regarder ce qu'il y a à droite et à gauche, quoi. Il faut se focaliser, il faut rester focus et avancer dans le process. Et ça, il y a un bouquin très intéressant à lire, enfin, très intéressant. Le résultat est intéressant, le bouquin est parfois un peu, mais je sais plus comment, si en français, ça doit se dire une seule chose. C'est One Thing en anglais. Je crois qu'il s'appelle Simon Sinek qui a écrit ça. Et il explique que quelque part, pour les grandes transformations, si on veut créer une grande transformation, que ça soit personnel, dans une entreprise, au niveau santé, au niveau style de vie, quoi que ce soit, il dit il faut se concentrer sur une seule chose, c'est-à-dire être focalisé sur un but et ne pas dévier, quoi, et être tout le temps et revenir tout le temps sur cette focalisation. Et voilà. Et donc c'est très intéressant comme démarche parce que pour moi, quelqu'un qui a un problème d'addiction et qui veut surmonter ça,
c'est une transformation radicale, quoi. C'est pas juste ma vie ne change pas, mais j'enlève juste l'addiction. Ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas. Mais justement, ça me fait penser à toi, ton cadre, tes expériences. Est-ce que tu vas leur demander si ils veulent complètement stopper ou diminuer? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre en compte dans ton accompagnement? Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de divergences sur ce, même dans la médecine. En fait, il n'y a pas vraiment de problème avec ça, si tu veux. Tout ça, c'est une question de consommation. C'est-à-dire, grosso modo, dans la consommation d'alcool, on va dire, il y a 4 stades. Hein, moi, je le vois comme ça. Il y a un premier stade qui est le stade des gens qui consomment pratiquement rien, un verre de temps en temps. Enfin, voilà. Et je veux dire, une consommation inoffensive, quoi. C'est-à-dire aucun effet réel à court ou moyen terme. C'est-à-dire, alors si on prend les données médicales internationales, c'est moins de 5 verres d'alcool par semaine. Autrement dit, on boit pas tous les jours, et quand on boit, on va même pas boire 5 verres d'affilée parce que là, ça poserait d'autres problèmes. Mais c'est une consommation vraiment totalement occasionnelle. Donc ça, il n'y a pas de problème. Cela, on va leur dire bravo, très bien, continuez, il n'y a pas de souci. Ensuite, alors après les seuils de consommation, je sais pas trop, je les ai pas en tête, mais après il y a la consommation, on va dire soutenue, c'est-à-dire que c'est qui devient la première consommation à risque. Et alors, le problème de cette consommation soutenue, c'est-à-dire quelqu'un qui va boire 1 ou 2 verres chaque jour, je veux dire, il n'y a pas de problème particulier, quoi. Mais c'est une consommation d'alcool soutenue qui crée un risque. Alors, ça crée un risque pas immédiat, ça peut créer un risque à moyen terme. Alors, déjà, il y a les risques sur la santé, c'est-à-dire les troubles cardiovasculaires, etc., etc. Il y a des troubles neurologiques éventuels au bout de 20 ans de consommation, etc. Mais les gens ont l'impression d'avoir leur consommation sous contrôle, quoi. Mais si on regarde dans le temps, on va s'apercevoir que ça augmente. La consommation augmente. La plupart du temps. Et la consommation augmentant, on passe un cap et on arrive dans ce qu'on appelle la consommation. On a différentes dénominations, mais on appelait ça des buveurs excessifs, après on appelait ça de consommateurs nocifs, après maintenant c'est une consommation toxique, etc. Et donc les gens arrivent dans un stade de consommation où ils ne sont pas encore alcoolodépendants, mais ils y vont, quoi. C'est-à-dire que c'est quand, on dirait, dans la première consommation, on est sur le plat. La deuxième, c'est la pente douce. La troisième, d'un seul coup, la pente devient plus importante, et d'un seul coup, on glisse. Et là, on glisse dans l'alcoolodépendance. Et quand on arrive dans l'alcoolodépendance, alors là, c'est encore autre chose. Moi, par rapport à ça, les gens qui sont alcoolodépendants, c'est pas ma clientèle. Non. Moi, de toute façon, je les dirige immédiatement vers un suivi médical. C'est indispensable parce qu'ils sont déjà en risque grave médical. Ça peut être en risque d'AVC, en risque cardiovasculaire, en risque hépatique, en risque neurologique. Enfin, il y a des quantités de risques. Et ça, il faut qu'ils fassent un bilan déjà pour savoir si ils sont malades. Parce que s'ils sont malades, eh ben, il faut aller traiter la maladie. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est pas une thérapie quelle qu'elle soit qui va y faire quelque chose. Là, on a déjà dépassé une frontière. Après, certains sont alcoolodépendants, mais ils n'ont pas eu encore des grosses atteintes, ou ils ont eu de la chance parce qu'ils avaient une constitution plus solide. Et à ce moment-là, une fois qu'ils ont fait un sevrage et qu'ils sont capables de rester, moi,
enfin, c'était pas toujours respecté, mais je dis, est-ce que vous pouvez rester 15 jours sans boire? Et s'ils me Ouais, disent c'est que ce que tu oui, disais. ouais. S'ils peuvent rester 15 jours sans boire, à ce moment-là, je veux bien travailler avec eux. Mais autrement, non. Hein. Moi, ça m'est arrivé de renvoyer des gens chez eux. Hein. Tu vois, je veux dire, je me rappellerai toujours. Il y a un gars qui arrive et puis donc on commençait le lundi matin, hein, les groupes là, et puis qui arrive le lundi matin. Bon, la matinée se passe et fin de matinée, donc voilà, on parle avec le groupe et puis lui dit mais bon, il faut vraiment pendant tout le séminaire là, il faut pas boire une seule goutte. Ah ben je lui dis oui. Et il me dit, mais moi, je peux pas. Ah ben, je lui dis, Oui. je veux dire, je te raccompagne à la gare, tu peux rentrer chez toi. Je veux dire, on peut rien faire pour toi. Hein. Alors, ça a été le oups. Il est parti chez lui et il est revenu 6 mois après. Au moment qu'il était prêt. Voilà, 6 mois après, il s'est préparé, il a fait son traitement, il a fait son sevrage, il a fait son tout. Et puis, 6 mois après, il est revenu et il a fait le séminaire. Alors, je vais juste te couper 2 minutes, Bernard. Je vais mettre... Voilà. Donc oui, tu disais, donc on a coupé 2 minutes, là, on a un problème technique. Tu disais par rapport, je crois on était aux 15 jours, que c'était important pour toi aussi. Je crois qu'on a parlé de ça, qui s'arrête de boire pendant 15 jours, enfin qui au moins quelques jours hein, qui tiennent sans alcool. Ouais. On était aussi sur le point primordial, c'est justement d'aller voir des médecins avant, des addictologues avant aussi, pour certaines personnes en tout cas, et toujours conseillé et même obligé d'aller voir les médecins et au moins faire déjà un bilan, que ça soit santé. Ah bah oui, parce que autrement, ouais, il faut. D'ailleurs, bon, c'est conseillé pour toute personne qui consomme hein, d'aller faire des bilans, et en général, ils y vont pas parce qu'ils ont peur de ce qu'on pourrait leur dire. Mais de faire des bilans, c'est vraiment important. Alors, pour en répondre à la question consommation, diminution ou totale, hein, ou arrêt total, eh ben, ça va dépendre du stade. Quand on est dans le stade, le stade 2, c'est-à-dire où on est sur un truc lent, voilà, de consommation qui n'est pas trop nocive, mais enfin qui est quand même à risque, il est encore possible d'arriver à contrôler et à passer. Parce que, en fait, contrôler, c'est quoi? Pour contrôler la consommation, c'est facile. Il faut repasser dans la phase d'avant, c'est-à-dire retourner dans les moins de 5 verres d'alcool par semaine, quoi. C'est ça, en fait. Ce qui revient à dire se contenter de boire aux anniversaires, aux trucs, aux fêtes, voilà, on boit 2-3 verres, 2 coupes de champagne, et puis voilà. Et c'est ça, en fait, que ça veut dire. Alors après, si on avance encore dans la consommation, ça, c'est difficile à savoir. C'est-à-dire que ça va dépendre. Alors les gens, ils peuvent être dans une consommation excessive qui n'est pas alcoolodépendance, mais vu la durée de consommation, c'est pas raisonnable de penser que quelqu'un qui a bu pendant 20 ans a des consommations excessives, il n'est pas vraiment alcoolodépendant. Je veux dire, c'est pas raisonnable de lui dire non, vous allez pouvoir continuer à commencer un verre ou deux, quoi. Parce que là, j'ai des grandes réserves, quoi. Hein. Moi, franchement, alors, ouais, c'est ça en fait. Tout dépend de la consommation à 2 niveaux, c'est-à-dire de la consommation en termes de quantité instantanée, mais aussi le cumul. Alors moi, ce que je fais, c'est que quand les gens sont dans cette situation-là, en train de se dire, ah ben mince, ouais, moi, bon, j'ai une cave, voilà, j'aime bien payer un coup à boire à mes copains, etc. Bon, ok. Je dis, on va faire le compte de la quantité que tu as bu depuis que tu as commencé à boire. Et je lui dis, alors. Et puis après, moi, je fais un petit calcul mathématique. Hein, et je lui fais le calcul de la taille de la citerne, quoi.
qui est passé dans son corps. Je lui dis, voilà, il y a tout ça qui est passé à l'intérieur. J'ai dit, moi je considère, c'est ma métaphore, hein, je considère que on vient tous au monde, on vient au monde avec un quota d'alcool qui est variable suivant chaque personne, qui dépend de la génétique, qui dépend de plein de facteurs. Et je dis, tant qu'on n'a pas épuisé le quota, on peut continuer à boire quelque part, à boire quelques verres d'alcool, etc. Mais il dit, si on a dépassé le quota, je lui dis, c'est terminé. Et je lui dis, on n'a aucun moyen de connaître le quota. Donc, si on a un doute, dans le doute, on s'abstient, quoi. Je veux dire, voilà. Et j'explique ça comme ça. Et en général, ça tire un peu, quoi. Mais en général, ils comprennent que. Après, ça dépend de l'objectif final. Hein. Ça dépend du projet de vie. Ça dépend du style de vie qu'ils veulent. Et après, je dis, est-ce que ça vaut le coup de mettre tout ça en danger? Tout ce que tu veux construire, est-ce que ça vaut le coup de le mettre en danger? Tout ça pour une histoire de verre d'alcool, quoi. Et bon, et là, ben le choix appartient aux gens, hein, à un moment donné. C'est-à-dire... Oui, et puis il y a tout le contexte aussi à reprendre aussi en compte, celui qu'on parlait. Oui. Quand tu parlais de la descente, le palier, puis ils prennent les paliers, Oui. le fameux palier, il y a aussi, parfois, il y a aussi des chocs émotionnels, des traumas aussi qui arrivent. Complètement. Qui vont aller. C'est ça. Donc, en fait, après, la démarche thérapeutique là-dedans, elle est simple. Il faut aller rectifier, s'occuper des traumas, s'occuper des deuils, des choses comme ça. C'est ton téléphone, non? Oui, c'est mon téléphone. Ça va faire terminer des commerciaux l'après-midi. Mais oui, il y a tout l'ensemble aussi, encore une fois, à prendre en compte aussi, à échanger aussi sur. C'est ça. Et donc, il y a tout ça. En fait, c'est un gros chantier, hein, quand même. Hein. Je veux dire, quand quelqu'un vient avec un problème d'alcool ou un problème de drogue ou tous les problèmes d'addiction, en fait. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'addiction. Enfin, après, il y a le tabac, c'est un peu différent. Ça dépend. Il y a différents types d'addiction au tabac. Enfin, il y a des arrêts, des non-reprises de consommation de tabac qui sont faciles. Il y en a qui sont très, très. Moi, les trucs les plus compliqués que j'ai eu en travail sur les addictions, c'était le tabac. Hein. C'est-à-dire des gens où c'est impossible, quoi. Plus que l'alcool. Hein. C'est intéressant que tu soulèves ce point, parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre l'hypnose en avant, et d'après les études qu'il y a sur le tabac, c'est pas fou non plus. Hein. Non. En tout cas, déjà en termes d'efficacité, on va dire rapidement, même si beaucoup le vendent ainsi, mais et après il y a les rechutes dans le tabac aussi. Hein, oui. Des suivis sur plusieurs années, voir ce qu'il en est aussi de ces personnes qui ont vraiment arrêté le tabac. C'est ça. Et paradoxalement, l'hypnose est mise en avant sur le tabac. Oui, c'est le point d'entrée. C'est le point d'entrée de l'hypnose un peu dans l'espace public, quoi. Hein. Arrêter de fumer, va faire de l'hypnose. Mmh. Oui. Mais moi, j'ai eu une cliente une fois j'avais travaillé avec elle pas mal, et elle était à, je sais plus, elle avait baissé sa consommation en fait. Elle était, je sais plus, entre 3 et 6 cigarettes par jour. Et puis donc, elle me dit, moi, je voudrais complètement arrêter, quoi. Je dis, ok, d'accord, on va voir un peu ce qui coince pour arrêter complètement, quoi. Parce que elle avait dû arriver à 2 paquets ou quelque chose comme ça, et elle était arrivée à 3 à 6. Et donc, on travaille, et puis, je trouvais que c'était raide, quoi. Et puis, sur le coup, mais je la réinterroge sur ses arrêts précédents, parce qu'elle avait arrêté plusieurs fois de fumer, etc., dans sa vie. Et je lui dis, mais les fois où tu as arrêté de fumer, comment ça s'est passé, quoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé?
elle me dit, ben, toutes les fois où j'ai arrêté précédemment, au bout de quelques semaines, enfin 15 jours, 3 semaines, ben, j'étais obligé d'aller voir un psychiatre et il me mettait sous antipsychotique. Alors je lui ai dit, ah, bon, et ben je lui ai dit, tu sais pas, et ben tu vas garder tes 3 à 6 cigarettes. Il vaut mieux que tu fumes 3 à 6 cigarettes plutôt que tu te retrouves sous antipsychotique pour pouvoir arrêter de fumer, quoi. Donc, si vous voulez, il y avait là. Alors après, moi, je me suis pas intéressé à ce qui est. Je n'ai pas demandé quel était le diagnostic médical que lui avait fait son psychiatre, s'il en avait fait un, ni si. Mais en tout cas, ça m'a frappé ce truc-là parce que je me suis dit, ah oui, quand même. Hein. Donc, il peut y avoir des gens qui fument pour des raisons très, très, très particulières. Et donc, en fait, elle, si elle fumait pas 3 cigarettes par jour, et ben, je veux dire, elle pétait un câble. Quoi. Elle finissait par péter un câble complet, quoi. Donc, ça peut être une béquille, en quelque sorte. Eh ben oui, mais c'est même, moi je dis, le tabac, c'est comme l'alcool, hein, c'est un médicament aussi. Hein, c'est-à-dire que ça a des effets, sur le corps, ça a des effets neurologiques qui font que ben, les gens ils soignent quelque chose avec ça. Hein. Qu'en est-il? Est-ce que tu as connaissance d'études, de recherches médicales qui a eu lieu sur l'alcool et l'hypnose dans le monde ou il y a eu des... Non, j'ai pas de des cas cliniques, enfin non, j'ai pas de cas cliniques vraiment parce que en général c'est dans le monde anglo-saxon qu'il y a souvent ce genre d'études. Hein. Ce qu'on va trouver, c'est dans le monde anglo-saxon. Sauf que dans le monde anglo-saxon, l'alcool est traité, l'addiction à l'alcool est traitée de manière très particulière. Enfin, ça se fait en France aussi, mais c'est surtout les groupes de parole. Les groupes de parole des alcooliques anonymes et narcotiques anonymes. Et en fait, c'est ce qui est une sorte d'accompagnement social, en fait. Hein. C'est-à-dire que les gens sont dans une sorte d'accompagnement social. Et puis, alors, des fois, ça peut durer des années. Hein. Et il y a une culture aussi de... Alors, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais à une époque aux États-Unis, par exemple, les gens, ils avaient un badge. Et quand ils allaient dans une soirée, etc., ils mettaient le badge, c'est-à-dire, je ne sais plus ce qu'il y avait écrit dessus, mais c'était du style pas d'alcool, quoi. Mmh. Voilà. Et donc, ils manifestaient le fait qu'ils ne buvaient pas d'alcool, etc. Donc, c'est un peu différent. Alors après, il y a les grosses cliniques internationales, et là, ils font de tout, quoi. Moi, je n'ai pas connaissance enfin, en tout cas, il doit y avoir, il faudrait que je fasse une recherche, hypnose et alcool sur les USA pour voir qui est-ce qui fait des trucs. À l'époque où on avait commencé, je m'étais intéressé. J'avais animé un groupe de Internet, là, c'était pas un forum, c'était, je sais plus comment on appelait ça à l'époque, là. C'était l'ancêtre de Facebook et compagnie, là. MSN. Ouais, non, mais même avant, c'était par mail, enfin, on s'envoyait des mails, c'était un groupe, mais un groupe, c'était un groupe sur quoi d'ailleurs, je ne me rappelle plus. Je sais qu'après, on a eu du Google Group, mais avant, c'était pas Google, c'était, je ne sais plus ce que c'était. C'était des groupes. Donc, les gens s'inscrivaient sur le groupe et puis on envoyait des mails et les mails ils étaient rediffusés sur tout le groupe. Un peu comme une newsletter, quoi. Mais sauf que c'était interactif. Et je m'étais occupé d'un groupe comme ça, anglophone, sur le sujet. Et ben, il n'y avait pas vraiment, il y avait des gens qui faisaient du clean language, je me rappelle. C'est comme ça que j'ai entendu parler du clean language la première fois. Il y avait des thérapies cognitivo-comportementales. Puis il y avait des gens qui faisaient des trucs un peu sauvages. Donc, alors je peux relater, c'était une jeune femme, une américaine, qui était une femme qui travaillait dans la tech, qui est dans l'électronique, je crois, je ne sais plus. Et c'est une addiction à l'héroïne. Elle était addicte à l'héroïne. Et alors, et donc un jour, elle m'a dit, ben ouais, c'est vachement intéressant ce que tu fais, etc. Moi, je vais te raconter mon histoire. Et donc j'ai dit, ben vas-y, raconte. Et donc elle raconte son histoire et elle s'est fabriquée une induction hypnotique
avec comme métaphore le cerveau sous la forme de circuits électroniques, hein, de puces et de machins et de circuits intégrés, enfin bref, etc. Et elle s'est enregistrée, donc une espèce de transe, enfin c'est pas une espèce, c'est une transe, elle s'est enregistrée une transe, en disant que bon, elle survolait tout ça et elle arrivait à détecter les circuits qui étaient responsables de l'addiction. Ok. Et donc qu'elle prenait un truc, un fer à souder ou un truc avec de la chaleur, et elle cramait tous les circuits qui reliaient ces circuits au reste de son cerveau. Ok. Et après, elle s'est enregistré le truc, elle s'est mise en auto-hypnose et elle s'est passé l'induction. Alors, je ne me rappelle plus des détails, si elle l'a passé une fois, 2 fois, ou 5 ou 10 fois, j'en sais rien. Mais je me rappelle qu'elle m'a dit, depuis, je ne consomme plus d'héroïne. Et maintenant, quand je vais dans une soirée, je peux boire un verre de vin, 2 verres de vin, etc. Ça va, et puis voilà. Bon, je veux dire, c'est un peu... Une auto-hypnose, bon, déjà, je pense qu'il y avait elle s'était persuadée aussi. Ça me fait penser aussi un peu à la salle des machines qu'on peut retrouver en protocole. Finalement, elle s'est créée sa propre salle des machines en auto-hypnose. Bon, le principal, c'est que ça a marché pour le principal, c'est que ça a marché. Après, je veux dire, elle l'avait en auto-hypnose. Après, en tant que thérapeute, aller se mettre à faire ça dans la tête des gens, je veux dire... on essaiera d'éviter quand même. Bah, ça me fait penser un peu à ce qu'on voit en ce moment, là, c'est même de la folie, mais les fameux anogastriques, tout ça, sous hypnose qu'ils font. Alors, quand c'est fait avec un praticien, pourquoi pas? Mais là, ils vendent des bandes son sur Facebook ou sur... Mais je me dis en même temps, c'est que ça doit marcher sur quelques personnes. Peut-être sur 100 personnes, peut-être ça fonctionne sur 10, 15, je ne sais pas. Ça serait même intéressant de faire, je ne sais pas comment, mais de quantifier ces bandes-sons qu'ils font, c'est des enregistrements finalement et les gens se mettent eux-mêmes en auto-hypnose. Et si ça se vend, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même des résultats. Peut-être oui, oui, il y a des... alors, je sais pas. Moi, en tout cas, au niveau des addictions, moi, je connais pas de bande son qui règle le problème, quoi. Tu vois. Ça existe. Hein. Il y a un gars qui fait ça là, qui fait des bandes son pour tout, hein, à vrai dire. Je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai vu ça l'autre fois. Il y avait pour l'alcool, il y avait pour, enfin, il y avait, bon. Ça, je veux dire, ça ne peut pas faire de mal, hein, en même temps. Hein, non. Mais ça dépend ce qu'il raconte. Mais parce que ça ne va pas gérer tout le problème du contexte, du projet de vie, de la transformation, quoi. Ça ne va pas le gérer. Hein. Donc, et pour l'anogastrique, c'est pareil. Je veux dire, quelqu'un qui veut perdre 20 kilos, je veux dire, c'est une transformation radicale dans le style de vie, dans tout, quoi. Ah oui, si vous perdez 20 kilos de poids, déjà, il faut changer toute la garde-robe, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas rien, quoi. Ça me fait penser il y a moins de 30 ans de ça. Moi, je ne l'ai pas connu, mais il y avait un médecin qui faisait de l'hypnose à Genève et il était spécialisé dans l'arrêt du tabac. Et il s'était construit une cabine insonorisée dans son cabinet. Il mettait les personnes dans la cabine, un casque comme tu as, et une bande son pendant une demi-heure, 1 heure. Et j'ai eu beaucoup de retours, vu que ça fait des années que j'habite là-bas, que beaucoup de personnes ont arrêté grâce à ce médecin à l'époque. Est-ce qu'il y avait une forme aussi de placebo, d'autorité aussi? Oui, bien sûr, c'est super important ça. C'est ce que je disais, j'ai répondu à Jordan Véro là-dessus sur un truc sur l'hypnose sèche, tu vois, les bienfaits de l'hypnose sèche.
J'ai dit, ben oui, les bienfaits de l'hypnose sèche, ils s'expliquent assez bien. Je veux dire, ça dépend de la réputation parce que c'était par rapport à Roustan. Oui. Où Véro, il dit Roustan, ils n'avaient pas d'hypnose, enfin, c'est autre chose. OK. Mais c'est la réputation. Donc les gens, ils arrivent, puis ils le disent, asseyez-vous dans le fauteuil, voilà. Et puis, les gens disent, c'est Roustan. Donc, je veux dire, il va se passer quelque chose. Donc, à partir de ce moment-là, le travail est déjà lancé, quoi. Et après, s'il y a une hypnose sèche derrière, et ben, quelque part, la personne, elle a déjà construit son schéma de transformation. Et donc, il va se manifester dans la transe sèche, quoi. Même s'il n'y a pas de contenu vraiment. Hein, on en revient au contexte. Moi, la transe sèche, je m'en sers beaucoup, mais par contre, il y a tout un la cadre préparation. avant. Voilà, je discute minimum 10-15 minutes avec eux. Et après, il y a comment dire, une induction formelle qui est présente aussi. Et Bien puis, ils m'ont sûr. appelé, ils ont pris rendez-vous, etc. C'est ça. Donc, C'est ça. je ne fais pas du roustan comme ils faisaient apparemment, où ils disaient à peine bonjour, et puis, en gros, c'était parti. C'est bien, hein, ça devait être un sacré personnage. Mais, Ouais. mais là, c'est un autre contexte aussi. Et comme tu dis, les personnes allaient voir Roustan. Comme ils Roustan, c'est iraient ça. voir Erickson, certainement, à C'est l'époque. ça. C'est Et ça. ça y joue aussi beaucoup. C'est C'est sûr ça. qu'il y a tout le contexte à prendre aussi. Mais Bandler aussi, il a des Oui, histoires comme ça, où oui, les gens, le en 5 personnage. minutes, ils sont ressortis, il n'y avait plus de problème, quoi. Je reviens par rapport, donc toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu continues de faire tes groupes pour Alors, l'alcool, ou qu'en est-il à l'heure d'aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui, je suis en train je travaille sur un projet qui est de créer, de refaire des groupes comme ça, mais si tu veux, pour une clientèle bien précise, hein, qui est une clientèle de gens qui peuvent difficilement se libérer, hein, c'est-à-dire soit des dirigeants d'entreprise, des cadres supérieurs, etc., qui sont dans parce que ce sont des professions dans lesquelles il y a très souvent, enfin, moi j'ai connu ça en entreprise, je veux dire à 18h, les cadres, à 18h, tout le monde est parti, donc il n'y a plus d'interruption. Donc on fait une deuxième journée, c'est-à-dire qu'on va travailler 2 heures, 3 heures, avec une pleine concentration, voire même faire des réunions de brainstorming, je veux dire, avec des collègues, etc. Mais avant, on va boire un coup, quoi. Hein. En général, il y a une bouteille de whisky qui traîne dans un tiroir, etc. Et donc, il y a consommation d'alcool. Et qui est une consommation d'alcool quotidienne, qui peut être 2-3 verres. Enfin bref, des fois, ça peut prendre des proportions assez importantes. Donc, c'est pour cette clientèle-là. Et ce que je veux faire, c'est de proposer un programme qui est basé sur sur mon programme. Hein. Ce sera la 5e itération, si je puis dire, sur 12 semaines. C'est-à-dire qu'en faisant une sorte de webinaire une fois par semaine, de 2 heures à peu près, avec un petit groupe de quelques personnes, et de les conduire à travers tout le processus. Voilà, je travaille là-dessus actuellement. Parce que je pense que c'est un peu... En tout cas, pour cette clientèle-là, il y a 2 solutions. Hein. C'est soit faire ça, soit partir une semaine en séminaire dans un hôtel quelque part et puis faire un truc intensif, quoi. Parce que quand on est à ce niveau de responsabilité, on peut pas s'absenter pendant 3 semaines et faire une cure, une post-cure, etc. C'est pas possible, quoi. Ou alors, c'est qu'on est dans un état vraiment, vraiment grave. Et à ce moment-là, en général, on a déjà perdu pied au niveau professionnel avant d'en arriver là, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est ça aujourd'hui, c'est ça que je fais là. Je travaille là-dessus. C'est un gros boulot parce qu'il faut vraiment. Et c'est pour ça que je suis en train de travailler aussi sur un bouquin qui s'appelle En finir avec votre addiction et donc qui est destiné à cette clientèle-là, à ce public-là. C'est-à-dire leur montrer tout ce qu'ils peuvent attendre de ce programme, tout ce qu'ils peuvent imaginer, espérer de ce programme,
et de façon à, voilà, à créer comment dirais-je, un processus de changement, quoi. Un engagement. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que le bouquin permet si les gens suivent le bouquin en faisant les exercices qui seront bien, à la limite, ils pourraient faire le travail par eux-mêmes. Bon, c'est un peu compliqué quand même, mais bon. Mais oui. Mais en tout cas, ils ont toute la trame. Ils ont déjà, parce que pour moi, l'idée, c'est de vraiment pour les gens, c'est de créer de la confiance et de la sécurité, quoi. C'est-à-dire leur montrer que voilà de quoi il s'agit. On n'est pas dans un truc de secte, on n'est pas dans je sais pas quoi, on n'est pas chez des éluberlus. Voilà, ils ont un exemple de ce qu'est un tel programme, et à partir de là, s'ils ont envie, ils peuvent venir le suivre, quoi. Enfin, ils peuvent venir ou s'inscrire et puis le suivre en ligne. Donc c'est intéressant. Ouais, donc tu continues sur ta ligne. Et justement, la question qu'on pourrait se poser dans tout ce qu'on a évoqué par rapport à tes expériences, ton chemin de vie, est-ce que tu as été à la rencontre de médecins, d'addictologues, de centres de sevrage? Est-ce que je suppose que tu as eu l'occasion de discuter? Oui. On a fait ça au début. On a beaucoup au début, hein, surtout au début. On a été dans tout un tas d'établissements, d'associations. On a rencontré des médecins, on a rencontré comment dire, des soignants, enfin, je veux dire des gens qui accompagnaient des alcooliques dans des établissements. Enfin, on a vraiment, oui, au début, on a beaucoup fait ça. Alors, je pense que ça a quand même pas mal évolué depuis, mais il n'y a pas cette prise en compte sur le plan médical. Il y a pas médico-social, on va dire, il n'y a pas cette prise en compte totale de la transformation du projet de vie, quoi. C'est pas leur truc, quoi. Ils sont pas là-dedans, quoi. Alors, certains, sûrement, le sont à titre personnel, tu vois, mais au niveau du système de suivi et de santé, c'est pas très développé, pour une raison simple, c'est que les prix de journée qui sont alloués par la sécurité sociale sont ridiculement bas, quoi. Donc, ils n'ont pas les moyens de faire grand-chose. Ils font avec les moyens du bord, quoi. C'est ça que je veux dire, hein. C'est-à-dire que parce que si on prend dans une clinique privée, si on prend j'ai pas regardé les tarifs récents, mais il y a quelques années, j'avais regardé les tarifs. Il y a peut-être bien quand même une dizaine d'années maintenant, j'avais regardé il y avait quelques cliniques privées aux États-Unis, en Suisse, en Thaïlande aussi. Il y a des cliniques privées comme ça dans le monde entier, hein, je dirais, pour les addictions. Le ticket d'entrée à l'époque, c'était 40 000 euros, quoi, hein. 40 000 euros, c'était, je ne sais plus combien de jours, 3 semaines, un truc comme ça. Une cure de 3 semaines, c'était 40 000 euros. Bon. Et disons que déjà, ça... Oui, il y a tout un business aussi à côté. Oui, ça cible Oui, mais quelque part, je suis pas surpris, hein, parce que je suis pas surpris. Je veux dire, dès l'instant on va mettre des thérapeutes, il va y avoir du personnel soignant, il va y avoir de l'hôtellerie. Donc c'est des gens. Donc on va facturer ça 40 000 euros. Donc on va pas leur mettre une hôtellerie genre hôtel 1 étoile, quoi. On va être obligé de faire quelque chose de luxueux, avec du massage, avec du spa, avec tout un tas de trucs autour aussi, etc., de détente, des activités, des choses comme ça. Et donc tout ça, ça coûte horriblement cher, hein. Donc dans l'idéal, ça serait que tu puisses peut-être un jour intégrer ce genre de structure privée dans un premier temps, parce qu'il faut bien que toi aussi tu puisses en vivre aussi. Oui, mais je suis pas. J'ai eu ce projet-là à un moment donné, même de créer une structure, mais là c'est plus à l'ordre du jour. J'ai pas envie de me prendre la tête là-dedans. En 30 ans.
Je veux dire, d'aller trouver des investisseurs, etc. En plus, hein, enfin bon, c'est un sujet encore autre, mais dans ce genre d'établissement, on peut, je pense, trouver des investisseurs assez facilement parce que c'est relativement, si vous voulez, comme ces genres de cliniques qui fonctionnent hors de tout contrôle étatique, si vous voulez, c'est un moyen formidable de blanchir de l'argent. Hein. Donc, si vous voulez, on peut trouver des financeurs, mais seulement, voilà. Hein, après, on est engagé dans un truc. Ouais, après, il y a la ligne rouge. Parce que moi, j'ai un ami à qui on a fait la proposition. Hein, je veux dire, enfin, l'ami en question, c'était le troisième de notre association, là, des débuts, Michel Facon. Un jour, il y a un gars qui lui a dit, écoute, je sais ce que tu fais, c'est vachement bien. Moi, je te propose, pourquoi tu ne crées pas une clinique, quoi, spécialisée? Bah, lui dit, bah, moi, je n'ai pas les moyens de créer une clinique. Il lui dit, mais l'argent, ce n'est pas un problème. Je veux dire, on va le trouver tout de suite. Hein. Je veux dire, demain, tu me dis, j'ai l'argent. Surtout dans le monde des soins comme ça, entre guillemets, il y a des investisseurs. J'aimerais bien te montrer une vidéo ancienne que j'ai mis. Alors là, on va faire un petit saut dans le temps. Moi, elle dure 2-3 minutes. Hop. Alors, je te la mets. Alors, juste pour reprendre le contexte, c'est en Russie dans les années 50-60. D'accord. Сядьте поудобнее. Расслабьтесь. Закройте глаза. Спать. Сон. Глубже. Приятней погружайтесь в сон. Спать. Алкоголь является ядом для нервной системы и психики. Особенно при вашем неважном состоянии здоровья алкоголь является ядом для всего организма. Глубже в сон. Даже сама мысль об алкоголе вызывает у вас ощущение неприятной реакции. Глубже спать. Глубже. Каждый из вас берет в руки стакан с водкой. Попробуйте понюхать, поднесите к носу, нюхайте, отвратительный запах, отвратительная реакция. Спать, сон, спать. Легче стало. На счет 5 выйдите из состояния внушения. Однако отвращение к алкоголю останется непреодолимо. Сейчас легко, приятно. 1, 2, 3, 4, 5. Почувствуйте себя легче, свободнее. Я наливаю водку. Отвратительную водку. Отвратительный запах. Водка. Alors là, c'est un court vidéo. Donc, c'est des médecins, hein, en l'occurrence, c'est une autre époque. C'est une autre époque, ouais. Alors, bon, il y a un contexte particulier. Hein. On ne sait pas ce qui les attend si jamais ils reboivent. Aussi, c'est un peu moins. Si. Donc, il y a ça. Donc, ça me fait penser aussi, on a utilisé en Europe, enfin, dans le monde occidental, on a utilisé des médicaments aussi qui provoquaient une réaction vomissement aussi en contact avec l'alcool. Je ne sais plus comment s'appelait le produit, mais ça existait, hein, mais par un médicament. Hein. On ne faisait pas ça, mais c'est un médicament. Bon,
ça marche pas. Hein. Je veux dire, les gens, ils arrêtent le médicament et puis l'antabuse. C'est ça, antabuse, ça s'appelait. Il y a même des gens, alors il y a même des gens qui avaient un espèce de greffon, c'est-à-dire un truc parce que j'avais le père d'un copain qui était comme ça, moi, dans les années 70, 75 par là, et qui avait un espèce de greffon qui diffusait ce produit-là dans son corps à petite dose, quoi. Et s'il buvait de l'alcool, ça lui déclenchait une crise de vomissement. Sauf que, à force, la crise de vomissement, il est arrivé à la contenir et il continue à boire de l'alcool malgré le produit, quoi. Donc ça ne fonctionne pas. En tout cas, là, peut-être que ça a fonctionné, je ne sais pas, mais en tout cas, dans mon expérience, ça ne fonctionne pas. Après l'histoire du verre de vodka, à la fin, c'est assez marrant, parce que nous, on a eu fait ce genre de choses. Alors, pas comme ça, mais pas avec un vrai verre, mais par une induction dans laquelle on demande à la personne d'imaginer le verre sur la table, de créer une hallucination où il y a le verre d'alcool sur la table. Et qu'elle sent, et chez les personnes alcooliques, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire une grosse induction pour faire ça. Hein. C'est-à-dire leur dire, imaginez que vous avez un verre sur la table, et subitement, vous avez l'odeur qui arrive jusqu'à vous. Quoi. Donc, ils retrouvent l'odeur. Et je leur dis, maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous tendez le bras, vous prenez le verre, et vous le montez jusque-là. Vous le montez, et là, vous le sentez en plein. Et quand vous le sentez bien, tac, vous le reposez. Et puis vous recommencez, et puis vous le reposez. Alors, ça ne marchait pas tout le temps, mais des fois, ça créait vraiment. Au moment donné, il y avait une espèce de comment dirais-je, de bascule, un déclic, je ne sais pas comment on va appeler ça, où d'un seul coup, soit la personne, le verre n'avait plus aucun effet, elle n'avait plus du tout envie de le prendre, non. Ou même, dans l'hallucination, le verre, bioup, il avait dégagé et il était parti plus loin, etc. etc. Donc, il n'y avait plus d'attractivité sur le verre d'alcool. Mais ça ne marchait pas tout le temps. Et puis, c'était. Alors, on a arrêté ça. Je vais te raconter pourquoi. Parce que c'est un truc de dingue. Les gens qui venaient qui avaient suivi, qui avaient fait cet exercice, rentraient chez eux. Souvent, ils étaient dans une association anti-alcoolique, etc. Et puis les collègues leur disaient, t'as été à la tempérance, ouais. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors le gars, il commençait à expliquer, ben voilà, on imaginait qu'il y avait un verre devant nous, on le prenait, et la personne, ce qu'elle comprenait, puisqu'elle racontait à une autre personne, etc., c'était devenu, à la tempérance, il faut boire les alcooliques. Donc, on a arrêté parce qu'on va dire, on va être grillé, quoi. Je veux dire, c'est pas mauvaise image. Mauvaise image. Et on a arrêté ça. Bon, mais ça marchait pas tout le temps, à vrai dire. Hein. Et puis c'était un travail assez pénible à faire. Parce que guider ça, parce que vous avez des réactions physiologiques sur les gens. Hein. Quand ils prennent le verre d'alcool, ils reviennent, tac, on sent qu'il se passe des trucs à l'intérieur. C'est phénoménal. Et c'était super désagréable à faire. Et bon, au bout d'un moment, tu vois, là, dans la vidéo, là, je te coupe, mais il y a des sauts, parce qu'ils les font vomir. Oui, ils vont vomir. Ouais. Il y a tout un procédé aussi. Après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les résultats de ce genre d'études, même à l'époque. Est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas. Après, moi, je t'avouerai que je n'ai pas fouillé. Moi, ce que je sais, c'est que sur la version occidentale, ça a été abandonné. Hein. Oui. Ça a été abandonné. Parce que ça s'est fait, hein, la cure de dégoût, voilà, hein, on essayait de dégoûter les gens de l'alcool, hein, et ça a été abandonné. Après, tu soulevais un point intéressant, l'hallucination, c'est vrai que c'est intéressant, ça peut être des pistes super intéressantes une fois en transe, de travailler sur des hallucinations. C'est ça, futur aussi. Le futur, tu ne l'as pas évoqué en transe, est-ce que c'est quelque chose que tu... Ah bah si. Si, on travaille autour. Parce que les gens, ce qu'on leur demande de construire, c'est vraiment ce que nous, on appelle la vision inspirante d'eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est de créer une vision d'eux, une image d'eux-mêmes,
attractive, c'est-à-dire évidemment sans alcool, hein, je veux dire, et une image de même attractive dans les 8 domaines de l'existence, c'est-à-dire voilà, dans leur profession, dans leur famille, dans leur relation affective, etc., etc. Ouais, de projeter cette image-là. Et ça, évidemment, on leur demande de la construire de manière, je dirais à la limite, en écrivant. Et puis après, on leur demande de l'évoquer et puis de la mettre dans le futur, hein, et de s'en servir comme d'un phare, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut éclairer leur vie. C'est-à-dire que si vous avez ça devant vous, au lieu de penser que tout ce qui pourrait arriver si jamais je continue à boire, eh ben, c'est ça que j'ai devant moi. Et donc ça, c'est beaucoup plus positif et transformateur que rien du tout ou que des images négatives. Bandler faisait ça, hein, avec les alcooliques, enfin les addicts. Il faisait un truc du style ok, vous allez, ouais, vous buvez, etc. D'accord. Et imaginez ce que vous allez boire dans les prochaines années, etc. Et comment ça va se terminer. Et il faisait, et il poursuivait l'induction jusqu'à ce que les gens soient à l'article de la mort, quoi. Et puis quand ils étaient à l'article de la mort, de trucs là, en train de vomir leur sang dans le caniveau, hein, parce que c'est ça aux États-Unis, socialement, il y avait pas de, en tout cas à l'époque, maintenant je sais pas, il n'y avait pas de parachute, hein, je veux dire, vous buvez trop, vous êtes viré, vous trouvez plus de boulot, vous êtes à la rue, vous finissez dans le caniveau, quoi. Et donc le gars vomissait son sang dans le caniveau. Et il disait, ben, alors, c'est ça que tu veux? Non, c'est pas ça que je veux. Ok. Donc maintenant, tu veux quoi? Ouais. C'est bon, c'est terroriser. Il terrorisait littéralement les gens avec ça. Il traitait ça comme ça à un moment donné. Alors bon, c'est pareil. Hein, ça. C'était Bandler, c'était dans les années je ne sais pas combien. Je veux dire, aujourd'hui, on ne fait pas ça. Hein, je veux dire, on va vite avoir des plaintes, quoi. C'est très provocateur. Et puis encore une fois, que deviennent ces gens voilà, que deviennent ces gens après. C'est ça. Que deviennent ces gens après. Ouais. Entre le côté folklore, entre guillemets, et le côté de la suite. C'est ça. Absolument. Si tu avais des conseils à donner aux praticiens qui vont travailler avec l'alcool, qu'est-ce que tu conseillerais, Alors, ce que je leur conseillerais, c'est que déjà, il faut évaluer où en est la personne avec l'alcool, quoi. De manière à ne pas s'engager dans un truc dans lequel ce ne sera pas pour eux et qu'il y aura peu de... Et ça va être difficile, ça va être plus que difficile, ça va être pénible, désagréable, et que ça sera ni bon ni pour la personne ni pour eux. Donc ça, il faut évaluer la consommation. Alors justement, tiens, c'est anecdotique, hein, mais j'ai un test quelque part, moi, sur le site, là. Donc s'ils vont sur le site Tempérance, je pense qu'ils vont arriver à tomber dessus. Mais je crois que je vais le mettre en pop-up, tu vois, je vais le mettre en pop-up, le test. J'ai un test où il y a 10 questions. Et suivant la réponse aux questions, on sait dans quelle case va la personne. Donc déjà, c'est d'évaluer la consommation. Bon, après, le test existe sous d'autres formes, on le trouve sur Internet. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que le mien. Hein. Enfin, je veux dire, c'est assez répandu. C'est d'évaluer la consommation et de voir où est-ce qu'on est avec l'alcool. Hein. Déjà, c'est le premier truc, pas s'engager dans quelque chose dans lequel ça ne va pas marcher, quoi. Ça va être trop compliqué. Ensuite, il faut qu'ils aient une expérience quand même du travail en dissociation, c'est-à-dire sur des personnages dissociés. Donc, il n'y a pas... moi, je faisais une formation là-dessus, je l'ai arrêté, mais il n'y a pas tant que ça de
de trucs. Alors, il y a les formations état du moi, etc. Mais j'allais te poser la question justement après, mais je te laisse finir. Ouais, sur les états du moi, mais bon, j'ai des réserves dessus parce que il y a des éléments manquants, quoi, dedans. Hein. Il y a des choses qui sont pas là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Après, je crois que après, il peut se passer beaucoup de choses dans la relation entre un hypnothérapeute et puis un client, pour peu que les choses soient, pour peu que la relation soit bonne, que ça soit dans un climat dans un climat de confiance, surtout de confiance. Et je dirais, il peut se passer plein de choses. Hein. Je veux dire que là, après, il faut pas avoir d'idées trop préconçues. Après, pour suivre le schéma que moi je propose, ben, faut le connaître, quoi. Hein. Je veux dire, là, il n'y a pas il y a pas 36 solutions. Mais oui, parce qu'il y a un élément que j'ai pas abordé du tout. On a parlé un peu de la dissociation, on a parlé du contexte, etc. Mais il y a un autre élément qui est aussi vachement important, c'est que c'est le système de valeurs de la personne. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur le système de valeurs, parce que le système de valeurs, c'est ce qui fait le filtre entre la personne et le contexte. Et parce que vous pouvez toujours avoir des événements dans votre vie qui vont arriver, qui vont vous foutre complètement en l'air, quoi. Et là, si quelqu'un a consommé de l'alcool, qui retombe sur un trauma ou un truc ou quelque chose, je sais pas moi, une catastrophe, la perte d'un enfant, d'un conjoint, que sais-je, d'un boulot, de trucs comme ça, enfin bref, ça peut vous mettre complètement au chaos et redéclencher la consommation. Et le seul moyen de s'en prémunir, c'est d'avoir un système de valeurs fort et bien, enfin, où les priorités sont claires et nettes, quoi. Hein, et ça va un peu avec la vision inspirante. C'est-à-dire que quand on a une vision inspirante comme ça, quelque part, ça met des priorités au bon endroit. Mais ça demande aussi un travail spécifique. Et c'est les 3 éléments qui sont nécessaires dans toutes les addictions. C'est le contexte et l'environnement, la dissociation et le système de valeurs. Et il faut travailler les 3. Donc, ceux qui sont intéressés, eh ben, il faut qu'ils étudient. Bon, après, ils peuvent aussi regarder. Moi, j'ai quand même produit pas mal de contenu sur le sujet. Hein, donc, ils peuvent regarder les vidéos sur YouTube, notamment la conférence que j'avais fait à l'Arche, celle que j'ai fait dans P-Analyst. J'ai fait toute une série de vidéos sur le sujet, j'en raconte quand même pas mal, quoi. Je veux dire, tout ça, c'est une possibilité d'aller sur la chaîne YouTube et puis de tout regarder, quoi. On retrouve ta chaîne YouTube sur ton site. C'est vrai que la conférence que tu avais fait à l'Arche, elle est très, très intéressante aussi. Justement, c'était sur les états du moi. Enfin, Oui. Alors, ma chaîne YouTube, c'est pas compliqué. Il suffit de taper mon nom et puis vous allez tomber dessus, hein, sur YouTube. Hein. Je pense. Je peux regarder. Attends, je vais tester là parce que là, parce que mon site, il y a une partie vieillotte, très vieillotte, et puis il y a une partie plus moderne. Ouais. Alors, si je tape YouTube Bernard Fritz, avant d'accéder, tout accéder. Oui, voilà, on tombe sur toute. Je mettrai dans la description ta chaîne, ton site et aussi la conférence que tu avais fait à l'Arche. Ouais, il y a celle de l'atelier PNL que j'avais faite aussi. Je ne sais pas si on la voit là. Elle n'est pas trop mise en avant. Elle doit se trouver sur Facebook, mais elle n'est pas sur YouTube, je pense pas. Si, voilà, elle est tout de suite en dessous de la. Enfin, moi, sur ce que je viens de sortir, ouais. Elle est tout de suite en dessous de la conférence sur de l'Arche. C'est-à-dire qu'elle est trouble addictif et état dissocié, atelier PNL, Bernard Fritz. Et voilà. À ce moment-là, tu me le renverras, puis je le mettrai de toute façon dans la description pour les personnes. D'accord. Ça aussi, elle est pas mal parce que c'est quelques années après l'Arche.
Et donc, oui, elle date d'il y a 2 ans, et l'Arche, ça doit dater d'il y a, je sais pas, 6 ans. Hein. Ouais. Donc, et donc, ouais, j'ai clarifié pas mal de choses, quoi, qui n'étaient pas forcément super claires dans la conférence que j'avais fait à l'Arche. Après, ce que je rajouterais aussi pour la question que je te posais par rapport aux praticiens, c'est bien sûr de mettre en garde les personnes, de travailler avec la médecine et de ne pas diviser. Ça, c'est la base, hein, d'obliger parfois même d'aller voir des médecins avant Ah toute oui, oui. consultation chez nous, d'avoir un suivi addictologue si c'est possible. Comme tu évoquais tout à l'heure, à un moment donné, il y a certains stades où on ne peut pas les accompagner, c'est pas notre registre. Ah non, non, Sauf si c'est l'addictologue qui dit ok, et je le surveille en même temps, j'ai envie de dire, mais sinon ça c'est important aussi. Bien évidemment, de ne pas accompagner aussi les personnes sous alcool. Parce que ça, Ah bah oui, oui. j'ai jamais eu, mais apparemment, il y en a il y a déjà eu des récits où que les personnes prennent rendez-vous, ils viennent alcooliser. Bah ça, il faut être très, très clair. C'est vous rentrez chez vous. C'est vraiment. Voilà. Moi, je prends pas. Alors après, hein, il y a des gens qui n'auront pas cette thèse-là, mais moi, par expérience, je sais que non, parce que là, ça devient. Moi, j'ai jamais eu le cas, mais apparemment, il y a eu des personnes qui l'ont eu, plusieurs. Ouais, non, mais là, si les gens ils peuvent pas s'arrêter de boire pour venir à une consultation 2 jours avant, c'est qu'il y a un gros problème. Donc là, c'est médical direct, quoi. Ouais. Comme tu disais, hein, au moins 15 jours, 10 jours, 15 jours sans boire. Ouais. Mais et oui, autrement, on peut pas travailler efficacement, quoi. Et puis faire attention. Oui, vas-y. Et puis surtout, c'est quand même, oui, travailler avec les addictions, c'est pas anodin, quoi. C'est-à-dire qu'on est confronté vraiment, je veux dire, à la condition humaine au plus près, quoi. Et surtout quand on débute, on a besoin de cas qui réussissent, quoi. Parce qu'autrement, franchement, c'est lourd à porter. Hein. C'est-à-dire que des fois, vous avez des séances avec les gens où vous sortez de la séance, c'est vous qui avez envie d'aller au bistrot pour aller boire un coup, quoi, hein, parce que tellement c'était lourd. Donc il faut pas hésiter là-dessus. Il faut pas se mettre soi-même en danger, hein, parce que il y a un risque là aussi de se mettre en danger. Hein. L'engagement aussi, l'engagement de la personne. Il y a des personnes où je devais les revoir en 2e ou 3e séance. Ils ne sont pas venus. Ah bah oui. Et j'en ai qui sont revenus 6 mois après, certains. Ouais. Ils me rappellent, ils me disent, ils me racontent, ils me disent, oui, alors comme je dis toujours dans ce cas-là, c'est un peu comme le vélo, on monte et puis des fois on tombe et puis on remonte. C'est pas un échec. Mais il y a des personnes, j'ai jamais eu de nouvelles. Ça à prendre aussi en considération. Même s'il y a de l'engagement avant, on les appelle, ils répondent plus. Et on sait, on se doute ce qui se passe. Ce qui se passe, ouais. Mais après, il y a aussi autre chose qui est assez, qui peut être perturbante aussi. C'est quand on travaille sur la dissociation, sitôt qu'on fait tomber l'intensité du conflit entre les personnages dissociés, hein, alcooliques et sobres, subitement, ça va mieux pour la personne. Elle se sent beaucoup mieux. Donc, elle dit « Waouh, c'est bon, quoi ». Et donc, elle arrête. Et ça arrive, dans le cas de consultation en cabinet, ça arrive fréquemment. Moi, quand c'est un séminaire bouclé où ça dure tant de temps, les gens ils sont bien obligés de rester, hein, je veux dire. Mais ça arrive fréquemment. Mais le problème n'est pas réglé, quoi. Mais l'intensité a baissé. Donc, tout va bien pendant un certain temps. Et il suffit qu'il y ait le moindre grain de sable qui réapparaisse dans la vie de la personne pour que, poum, patatras, ça reparte. Et donc, ça va être je pense que c'est la chose à laquelle les gens en cabinet ils vont être le plus confrontés, quoi, par rapport à ça. Et alors, en plus, les gens, ils peuvent dire, oui, ça n'a pas marché, etc. Voilà, je veux dire, j'ai rechuté, c'est que ça n'a pas marché, etc. Ben non, ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout de la chose, quoi.
Puis il est clair que pour le coup, déjà en temps normal, mais là pour les addictions, l'ego du praticien, il est à mettre à la complètement. fin. Oui, il est à mettre à la fin, mais par contre, il faut que mettre l'ego de côté, mais il faut avoir le cadre bien posé, quoi. Bien posé. Parce qu'autrement, on se fait promener, hein, parce que c'est une population qui... Encore, bon, les alcooliques, on se fait déjà promener, mais enfin, c'est pas non plus... mais alors, le pire, c'est quand on tombe sur les clientèles les plus difficiles. Pour moi, c'était les gens qui consommaient de l'héroïne, quoi. Donc, j'en ai eu quelques-uns. Là, ils sont plus forts que... Ils sont plus forts que n'importe quel thérapeute au point de vue de comment vous retournez le cerveau, etc. Là, c'est épuisant. Oui. Et parfois, il peut avoir des bons résultats aussi. Ce qu'on voit souvent dans l'héroïne, ou pas forcément en cabinet, mais dans la vie de tous les jours, c'est que ces personnes-là, ils vont parfois basculer et arrêter. Alors même s'il y a le physiologique à prendre en compte, bien évidemment, mais ils vont arrêter parfois par une rencontre, une femme, un homme, un enfant. Ouais. Alors, pas tous, c'est des cas isolés quand même. L'hypnose peut aussi avoir ce déclencheur aussi, cette prise de conscience. Ouais. Alors après, ce qui était fréquent, moi j'ai plus trop de contact avec ce type de clientèle, mais à une époque où je m'en occupais, c'est qu'on avait beaucoup de gens aussi qui consommaient de l'héroïne, qui arrivent qui sont en sevrage d'héroïne et qui traitent l'héroïne. Et puis, ils tombent dans l'alcool. Moi, j'en ai eu quelques-uns comme ça qui sont venus, je sais pas combien de fois, 3 ou 4 fois, parce qu'ils sont venus sur l'héroïne, ils sont passés à l'alcool. C'est moins dangereux. À l'alcool, ils sont passés au cannabis. Ils sont revenus pour le cannabis. Ils sont passés à la cigarette et ils sont revenus pour le tabac. C'est tout un parcours, quoi. Hein. Parce que c'est très difficile sur le plan, comment dirais-je, psychique, je sais pas comment dire, psychologique, même environnemental et tout, de passer de l'héroïne à rien du tout. Je veux dire, à changer de vie complètement. C'est un grand écart, quoi. Et donc, progressivement, ils se servaient de ça pour arriver... Parce que si on regarde bien, c'est qu'on part de l'héroïne, et bien on arrive dans quelque chose de plus en plus tolérable socialement, quoi. Petit à petit. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une réintégration sociale de la personne. Puis il y a un point qu'on n'a pas évoqué aussi, mais c'est aussi tout ce qui va être comment dire, une forme pas de transgénérationnelle, mais des personnes qui ont eu des parents dans l'alcool ou autre. Hein, c'est aussi, aussi des facteurs aussi à prendre en compte, des questions bien évidemment à poser. C'est pas à négliger non plus. Il y a des personnes qui ont commencé à boire à 25 ans et qui n'avaient pas, leurs parents ne buvaient pas. Mais il y en a d'autres où c'est tout un processus parfois de génération en génération derrière. Ah oui, moi j'ai eu des cas je sais plus comment on appelle ça, c'est d'alcoolisme fœtal, quoi. Les gens, la mère picolait pendant la grossesse, quoi. Ils sont des gens qui à la naissance ont été sevrés, quoi. C'est-à-dire on a sevré le nourrisson, quoi. Je vais vous dire que là, c'est du lourd. Hein. Tout ça. Et puis aussi un point, la communication sur ces accompagnements, il faut faire aussi attention parce qu'on est aussi, encore une fois, en partenaire avec la médecine s'il le désire et ne pas vendre du rêve aux gens, surtout. Non. Je parle pour les praticiens qui nous écouteront, mais parce que je me doute que parfois il y en a qui sont à la limite aussi là-dessus et c'est important aussi. Oui, il y a C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut vraiment dissocier l'aspect
je dirais, l'aspect de l'accompagnement, voire même du traitement médical, de l'accompagnement en hypnose. Oui. C'est-à-dire que ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on ne va pas sur le terrain, on va pas du tout sur le terrain médical, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on va gérer, en tout cas en ce qui me concerne, moi ce que j'ai toujours géré, c'est toujours travailler sur le contexte, travailler sur le projet de vie, travailler sur la dissociation, travailler sur les systèmes de valeurs, mais tout ça, c'est pas médical, quoi. Il n'y a rien de médical. On est plutôt dans un accompagnement social, dans un accompagnement, même parfois ça peut ressembler à du coaching. Enfin, voilà, on n'est pas du tout dans ni dans le diagnostic de quoi que ce soit, ni de je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, on est ailleurs, quoi. C'est intéressant le terme, accompagnement social. Je trouve oui. que c'est, Ah oui, oui. Ouais. Là, pour le coup, c'est la garantie de succès. Hein. Je veux dire, si si tout l'aspect social et environnemental n'est pas réglé, ça ne marchera pas. Hein. Pour finir, là, bon, on arrive à 1h30, on a déjà bien parlé, Ouais. C'était super intéressant. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose, que je ne t'ai peut-être pas posée Non, je trouve que c'était bien, c'était intéressant, j'ai bien aimé de cet échange comme ça. Parce que, surtout, bon, moi j'arrive sans avoir un truc construit, quoi, tu vois, je veux dire, donc... Bon, en même temps, je connais le sujet, donc je voilà, tu connais le sujet, tu as l'expérience. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que parce que tu vois, ce que j'ai trouvé bien, c'est que on est resté dans si tu es où l'hypnose là-dedans, tu vois, et c'est de pas faire miroiter de trucs où il existe la transe miraculeuse ou parfaite qu'on va faire avec quelqu'un et il va arrêter de boire, quoi, hein. Je veux dire, c'est pas la question, quoi. Je veux dire que c'est pas la question. La question n'est pas là. Elle est dans tout le reste, en fait. L'utilisation de l'hypnose là-dedans va se faire dans la dissociation, dans les projections vers le futur, les hallucinations qu'on peut créer, les hallucinations positives qu'on peut créer, etc. Donc, finalement, c'est une utilisation très, très, très classique de l'hypnose, mais qui vient s'intégrer dans un schéma plus vaste, quoi. Elle est complémentaire à un accompagnement. Généralement, les personnes qui viennent nous voir ont déjà quand même vu des médecins, sont parfois suivis par un psy, un addictologue, etc. Donc, on est aussi Bien sûr. un complément, Bien sûr. un maillon de la chaîne aussi. Ouais. Et bien sûr que l'hypnose ne résout pas, sur certains cas, oui, mais sinon ça serait aussi, je pense, à travers le monde, que s'il suffisait de mettre dans une transe, même la plus profonde, et de dire vous allez arrêter de boire, alors oui, ça peut marcher sur certaines personnes, mais ça fait pas tout non plus. Après, la transe russe, à la limite de celle-là, ça serait la plus efficace, quoi. Oui, j'ai pas les retours, hein. Il y a peut-être eu des études, mais je pense que ça se ferait quand même dans le monde. Ouais, non, ouais. Oui, bien sûr. Je pense aussi que ça se saurait. Hein. Ouais, mais donc j'espère que ça va amener justement une réflexion aussi sur tout ça, peut-être amener d'autres éléments aussi. Bien sûr. Cette vidéo va peut-être permettre à d'autres personnes de s'exprimer, peut-être même des médecins, des addictologues. On va bien sûr. voir si ça mène tout ça. Bien sûr. Très bien. Bon. Eh bien, super, Bernard. Bon, après, on aurait beaucoup de choses à dire. Tu as d'autres expériences, les états du mois, par exemple, ça serait passionnant. Peut-être à l'occasion, refaire une autre. Oui, on pourrait, typiquement sur la dissociation, ouais, sur les états du moi, absolument. Moi, je ne les appelle pas états du moi, hein, je préfère appeler ça un personnage. Oui, parce que ce que tu dis
dans les Ouais. conférences. Ben ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu parce que c'est Pierre Janet qui a employé ce terme-là et bon, voilà, c'est le premier vraiment qui a identifié la chose de façon claire, nette et précise, tu vois. Enfin, à mon avis, hein, peut-être qu'il y en a eu d'autres avant, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est le premier hein, qui en parle de manière aussi précise. Donc, je trouvais que c'était un bon. Et puis, ouais. Et puis, il y a d'autres raisons. Mais ça, si on fait un truc là-dessus, j'expliquerai pourquoi c'est bien de les appeler des personnages aussi. Ça les valorise. Et ils ont besoin de valorisation. Bah, écoute, ça pourrait être sympa. Puis bah, j'encourage tout le monde, de toute façon, je mettrai les vidéos qu'on a parlé. Et puis, n'hésitez à aller les voir. Parce qu'il y a même une vidéo où justement, tu fais une démonstration avec un jeune homme, et que tu l'accompagnes et tu l'accompagnes comme ça sur les états dissociés. Ah ouais, il y en a une comme ça, je l'ai mise. Ouais. Ouais. Parce que ça, en général, je les mets. Bon, j'en ai quelques-unes de vidéos. Tu as fait ça. Non, c'est pas. Ah oui, c'est dans la vidéo de l'Arche qu'il y a un extrait. On voit des extraits, en tout cas, oui. Ouais, il y a un extrait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est vrai que cette vidéo, elle est... Ouais, parce que bon, il y a des vidéos comme ça que je peux pas mettre en. Ben oui, c'est toujours possible. Bien sûr. Ouais. Bah, puis même après, si c'est pour balancer une vidéo, mais qu'il n'y ait pas le contexte aussi, tu vois, faut vraiment qu'il y ait toute la structure. Il faut à côté, l'explication. Oui, voilà, et qu'il y ait toute l'explication et tout. Hein, je veux dire, bien sûr. Et au-delà aussi, du respect des personnes, etc. aussi, bien évidemment. Ah oui, bien sûr. Bon. Et ben Bernard, on va finir. Merci, hein, en tout cas, c'était super sympa. Au plaisir, et puis une prochaine. Puis les personnes qui veulent te contacter, ils seront trouvés. Ok, écoute, sans problème. Allez, bonne continuation à toi, puis à bientôt. Merci. Pour une prochaine fois. À bientôt. Merci Au revoir. Salut Bernard. Ciao.